As-tu déjà réalisé que la chose la plus importante que tu cherchais était en fait juste sous tes yeux depuis le tout début? En tant qu'humanité, c'est exactement ce que nous vivons depuis 70 ans. Alors que nous cherchions les secrets de la vie dans les recoins les plus lointains de l'univers, nous n'avions pas remarqué que l'un des plus grands mystères se cachait dans notre propre voisinage cosmique, chez notre plus proche voisine, Alpha du Centaure. Alors, qu'est-ce que le télescope James Webb a bien pu y trouver? Pourquoi cette découverte ébranle-t-elle même nos croyances les plus fondamentales sur la formation des planètes? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Si tu veux résoudre ce mystère avec nous et lever le voile sur les secrets de notre quartier cosmique, rejoins-nous et abonne-toi. Dans le ciel, au plus profond du sud, il y a un point de lumière. Il nous est si familier, si proche, qu'il semble être un reflet cosmique de notre propre Soleil. À seulement 4,4 années-lumière, il brille comme une invitation silencieuse. Pendant des décennies, nous, les astronomes, avons brûlé d'envie de savoir ce qui se cachait derrière cette invitation. Nous nous sommes désespérément demandé s'il y avait des mondes tournant autour de cette lumière. Mais chacune de nos tentatives s'est heurtée au silence. L'étoile elle-même était trop brillante, la danse de sa compagne trop proche, le mouvement de la cible dans notre ciel trop rapide, comme si elle gardait jalousement son secret. Puis un jour, les miroirs dorés du télescope spatial James Webb se sont tournés dans cette direction. Et à cet instant, il a capté quelque chose qui a coupé le souffle des scientifiques. Juste à côté de l'étoile, une lueur presque imperceptible est apparue, puis elle a disparu aussi silencieusement qu'elle était venue. Les observations de suivi n'ont rien trouvé. Ce monde, s'il était vraiment là, s'était évanoui comme un fantôme. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour notre quête de monde au-delà de notre foyer, le système solaire? Alpha du Centaure n'est pas un système stellaire comme les autres dans le ciel nocturne. C'est le plus proche voisin stellaire de l'humanité. La première étape de tout voyage interstellaire imaginable, le Porsche cosmique de notre système solaire. Depuis plus de 70 ans, nous sommes obsédés par une seule question lancinante. Ce système a-t-il des planètes? La réponse semblait à jamais hors de portée. Le problème n'était pas que nous manquions de technologie pour trouver des mondes en orbite autour d'autres étoiles. Nous sommes une espèce qui a découvert environ 6000 exoplanètes dispersées à travers l'univers, grâce à diverses méthodes que nous avons développées au fil de décennies d'innovation. Nous avons mesuré les oscillations gravitationnelles des étoiles géantes en observant la danse qu'elles imposent à leur étoile. Nous avons révélé leur existence en lisant les brèves extinctions de lumière qu'elles créent en passant devant leur étoile, comme un jeu d'ombres chinoises. Nous avons même réussi à capturer directement la faible lueur de jeunes planètes chaudes en orbite autour de soleils lointains. Non, le problème n'était pas la technologie. Le problème, c'était Alpha du Centaure elle-même. Ce système stellaire bafouait presque toutes les règles que les astronomes avaient développées pour chasser les planètes autour d'autres étoiles. Ces caractéristiques uniques transformaient cette quête, qui aurait dû être la cible la plus facile, en l'observation peut-être la plus difficile jamais tentée. La proximité d'un voisin stellaire. Des mesures confirmées montrent qu'Alpha du Centaure n'est qu'à 4,4 années-lumière de la Terre. À l'échelle cosmique, c'est comme être des voisins de palier. Un rayon de lumière partant de ce système ce soir atteindrait tes yeux en moins de 5 ans. Un photon quittant Alpha du Centaure au moment où tu commences l'école serait arrivé ici avant que tu n'obtiennes ton diplôme. Compare cette proximité avec les étoiles hautes typiques d'exoplanètes, situées à des centaines ou des milliers d'années-lumière.
les exoplanètes en transit confirmé les plus proches orbitent autour d'étoiles 10 fois plus éloignées qu'Alpha du Centaure. La plupart des mondes que nous avons imagés directement tournent autour de fournaises stellaires à des centaines d'années-lumière. Alpha du Centaure, elle, partage pratiquement notre quartier cosmique. Cette proximité aurait dû rendre la détection de planètes presque trivialement facile, car les objets proches apparaissent plus brillants et plus grands que ceux qui sont éloignés. Une planète qui se perdrait dans l'éclat d'une étoile à 100 années-lumière devrait être clairement visible à seulement 4 années-lumière. La proximité aurait dû offrir un avantage écrasant aux chasseurs de planètes, ciblant notre plus proche voisine. Mais avec Alpha du Centaure, la proximité est devenue plus un problème qu'une solution. Le système brille d'une intensité éblouissante qui submerge nos instruments sensibles, conçus pour détecter de faibles signaux planétaires. Imagine-toi, tu essaies de photographier une minuscule luciole battant des ailes juste à côté d'un projecteur aveuglant. L'éclat du projecteur engloutit tout ce qui l'entoure. Alpha du Centaure A, la plus grande étoile du système triple, est la troisième étoile la plus brillante, visible depuis la surface de la Terre. Seuls Sirius et Canopus peuvent éclipser cette fournaise ardente. Dans les nuits claires de l'hémisphère sud, Alpha du Centaure domine la constellation du Centaure avec son éclat jaune-blanc, tout comme les anciens marins lui faisaient confiance pour tracer leur route sur des océans inconnus. Sa compagne, Alpha du Centaure B, orbite si près qu'elle complique encore plus le problème de la luminosité. Ces deux étoiles, semblables au Soleil, achèvent leur danse autour de leur centre de masse commun tous les 80 ans. Au cours de cette danse, elles se rapprochent jusqu'à 11 unités astronomiques, puis s'éloignent jusqu'à 36 unités astronomiques. Pendant les observations, cette étoile compagne inonde nos détecteurs d'une lumière parasite, masquant tous les faibles signaux planétaires qui pourraient se trouver autour de l'étoile principale. Et puis, il y a un troisième membre, distant du système. Proxima du Centaure. Une faible naine rouge, cachée à environ 13 000 unités astronomiques du couple central. Une braise à peine considérée comme une étoile, brillant avec moins d'1% de la luminosité de notre Soleil. Avec Proxima, nous avons obtenu un succès surprenant. Elle orbite si loin d'Alpha du Centaure A et B que son tour, complet autour du centre de gravité du système, prend plus de 500 000 ans. Les scientifiques ont déjà confirmé que Proxima du Centaure abrite au moins 2 planètes, et un troisième candidat possible est toujours à l'étude. Mais ces mondes orbitent autour d'une étoile si fondamentalement différente de notre Soleil que leur comparaison avec la Terre n'a que peu de sens. Les planètes de naines rouges sont soumises à de violentes éruptions stellaires qui peuvent éroder leur atmosphère sur des échelles de temps géologiques. Le verrouillage gravitationnel condamne un hémisphère de la planète à un soleil éternel, tandis que l'autre est piégé dans une nuit glaciale perpétuelle. Les zones habitables autour de ces étoiles sont si proches d'elles que les forces de marée lient la rotation de la planète sur elle-même à sa période orbitale. Mais trouver des planètes autour d'étoiles semblables au Soleil comme Alpha du Centaure A et B, voilà qui aurait des implications bien plus profondes. Ces fournaises stellaires sont similaires à notre propre Soleil dans presque toutes les caractéristiques mesurables. Leur masse, rayon, température et âge correspondent à nos valeurs solaires dans des limites raisonnables. Les planètes en orbite autour de ces étoiles connaîtraient des conditions vraiment similaires à celles que la Terre reçoit du Soleil. Mais découvrir de tels mondes nécessite une technologie capable
de séparer la faible lumière planétaire de cet éclat stellaire écrasant. Le rapport de luminosité entre une étoile de type solaire et une planète de la masse de Saturne dépasse 10 000 pour 1. Trouver cette planète exige des instruments assez sensibles pour capter des signaux 10 000 fois plus faibles que l'éblouissant fond stellaire. Le télescope spatial James Webb, lui, n'a jamais été conçu pour cette observation. Les ingénieurs l'ont construit pour étudier les galaxies les plus lointaines et les plus faibles de l'univers observable. Des objets si distants qu'ils n'apparaissent que comme de vagues taches, même avec les instruments les plus puissants jamais construits. Les détecteurs du télescope ont été optimisés pour capturer ces photons anciens qui ont voyagé à travers le vide cosmique pendant des milliards d'années avant d'atteindre les miroirs dorés en orbite au point de Lagrange 2. Diriger cet instrument extrêmement sensible vers l'un des objets les plus brillants du ciel nocturne semblait, au mieux, contre-intuitif. C'était comme utiliser un sous-marin pour escalader une montagne ou brandir un scalpel de chirurgien pour abattre un séquoia géant. Les défis techniques semblaient insurmontables à de nombreux astronomes, qui ont d'abord rejeté tout le concept comme un rêve irréalisable. Le télescope a coûté environ 10 milliards de dollars, et sa conception, sa construction, ses tests et son déploiement ont duré plus de 20 ans. Personne ne voulait risquer d'endommager ces précieux détecteurs en les pointant vers ces fournaises stellaires si brillantes qu'elles pourraient potentiellement causer des dommages permanents. L'approche conservatrice suggérait d'éviter complètement les cibles brillantes et de se concentrer sur cet univers lointain pour lequel le James Webb avait été initialement conçu. Mais Charles Beichmann a refusé d'accepter les approches conservatrices. Au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, un astronome avait rêvé d'entendre les murmures de cette étoile avant tout le monde. Charles Beichmann, alors que le télescope spatial James Webb était encore sur Terre, rêvait déjà des mondes autour d'Alpha du Centaure. Là où d'autres voyaient un mur d'impossibilité, il a cherché un chemin et a formé une équipe de chercheurs aussi désireux que lui de franchir ce mur. Le chemin qu'ils proposèrent était peu conventionnel. Ils tournèrent leur regard, non pas vers la faible lumière stellaire, réfléchie, mais vers la trace de chaleur émise par une planète elle-même. En utilisant l'instrument infrarouge moyen de James Webb, MIRI, ils allaient chercher l'émission thermique des mondes potentiels autour d'Alpha du Centaure A. Le concept était simple. Les planètes absorbent la lumière de leur étoile et libèrent silencieusement cette énergie dans l'univers, sous forme de chaleur infrarouge. Un monde en orbite dans la zone habitable d'Alpha du Centaure A atteindrait une température d'environ 200 à 350 Kelvin. C'était une température assez fraîche, mais suffisamment distincte pour briller aux longueurs d'onde où MIRI atteint sa sensibilité maximale. La physique soutenait cette approche pour les systèmes stellaires matures. Les jeunes planètes brillent d'une chaleur résiduelle de leur formation ardente qu'elles n'ont pas encore eu le temps de dissiper dans l'espace. Ces mondes chauds émettent fortement dans les longueurs d'onde du proche infrarouge, accessible à de nombreux télescopes. Mais les planètes plus anciennes, formées il y a des milliards d'années, se sont refroidies avec le temps. Leur émission thermique culmine désormais à des longueurs d'onde plus longues, dans l'infrarouge moyen, que seuls des instruments spécialisés peuvent détecter. Alpha du Centaure. A existe depuis environ 5 milliards d'années, soit presque le même âge que notre Soleil. Tout monde en orbite autour de cette étoile mature aurait depuis longtemps perdu sa chaleur de formation. Il ne brillerait plus que par la chaleur qu'ils absorbent de leur étoile et réémettent à ces températures calmes, correspondant à leur distance orbitale. Le filtre de MIRI à 15,5 micromètres offrait la meilleure chance de capter ces faibles murmures thermiques.
Mais détecter l'éclat d'une planète nécessite d'abord de bloquer l'éclat écrasant de l'étoile parente. C'est là qu'intervient une révolution que nous appelons le coronographe. MIRI contient un coronographe conçu précisément à cet effet. Cet instrument spécial place un masque physique, appelé masque de phase à 4 cadrans, sur le détecteur, exactement à l'emplacement de l'étoile. Ce masque crée une sorte d'éclipse artificielle, supprimant la lumière de l'étoile tout en permettant aux objets plus faibles, situés à des positions légèrement différentes, de rester visibles. Les coronographes fonctionnent sur un principe que nous appelons l'interférence destructive. Les ondes lumineuses de l'étoile bloquée sont combinées de manière à s'annuler mutuellement, réduisant la luminosité de centaines, voire de milliers de fois. Pendant ce temps, la lumière d'une planète positionnée légèrement à l'écart du centre du masque passe à travers cette danse relativement indemne. Ce contraste entre la lumière stellaire supprimée et la lumière planétaire préservée rend la découverte possible. Le coronographe fonctionne à merveille pour la plupart des cibles stellaires observées par James Webb. Les étoiles, aux distances typiques de chasse aux exoplanètes, présentent des niveaux de luminosité gérables qui correspondent bien aux spécifications de l'instrument. Les procédures standards d'acquisition de cibles se verrouillent sur ces étoiles sans difficulté en utilisant les modes de fonctionnement normaux. Mais Alpha du Centaure a fait voler en éclats toutes les hypothèses sur lesquelles reposent ces procédures standards. Le système présentait des défis uniques qui menaçaient de ruiner toute tentative d'observation avant même qu'elle ne commence. Premièrement, et le plus fondamental, l'étoile bouge. Alpha du Centaure possède l'un des plus grands mouvements propres de toutes les étoiles, visibles à l'œil nu dans le ciel. Elle se déplace silencieusement sur la sphère céleste, à une vitesse d'environ 3,7 secondes d'arc par homme. C'est une distance perceptible, même à l'œil nu, sur une vie humaine. Bien que ce mouvement puisse paraître faible en termes absolus, il représente un décalage significatif lors des observations de haute précision requises par James Webb. Le télescope doit constamment ajuster son orientation pour maintenir l'étoile parfaitement centrée derrière ce minuscule masque coronographique. Des erreurs de seulement 10 millisecondes d'arc dégradent les performances du coronographe, permettant à la lumière de l'étoile de fuir par les bords du masque. Deuxièmement, l'étoile compagne binaire crée un chaos observationnel qu'un seul coronographe ne peut résoudre. Au cours des décennies actuelles, Alpha du Centaure P orbite si près que sa lumière vive sature le détecteur de MIRI et diffuse une pollution lumineuse sur tout le champ de vision. Aucun coronographe existant ne peut bloquer simultanément deux étoiles brillantes positionnées à des endroits différents. Troisièmement, Alpha du Centaure. A est tout simplement trop brillante pour les opérations standards de James Webb. Les procédures d'acquisition de cibles, qui fonctionnent parfaitement pour les étoiles normales, submergeraient complètement les détecteurs sensibles si elles étaient dirigées vers cette fournaise ardente. Les capteurs de guidage fins du télescope ne sont pas conçus pour se verrouiller sur des objets de cette luminosité. Quatrièmement, le fond galactique crée un fouillis d'identification qui perturbe chaque observation. Alpha du Centaure se trouve dans le plan de la Voie lactée, où des milliers d'étoiles d'arrière-plan faibles peuplent chaque champ de vision. Chaque signal capturé doit être soigneusement distingué de ces sources lumineuses non pertinentes. Mais tous ces obstacles techniques nous amènent à une question encore plus fondamentale. Pourquoi cette minuscule distance cosmique jusqu'à notre plus proche voisin reste-t-elle quelque chose de presque impossible à franchir physiquement? Quelles sont ces lois impitoyables de la physique qui nous retiennent ici,
sur nos propres rivages? La réponse est à la fois sobre et fascinante. Elle nous montre notre véritable place dans le cosmos. Face à cette tâche apparemment impossible, l'équipe des opérations du Space Telescope Science Institute a dû trouver une voie jamais explorée auparavant. Les procédures standards ne fonctionneraient pas. Chaque aspect de l'observation exigeait de l'innovation, de la créativité et la volonté de pousser le télescope au-delà de ses spécifications de conception. La solution est apparue après des mois de planification et de simulations minutieuses. L'équipe a développé une technique qu'ils ont appelée décalage aveugle, qui contournait les limitations de luminosité, empêchant une acquisition de cibles directes. Au lieu de pointer directement vers Alpha du Centaure A, le télescope capturerait d'abord une étoile de référence voisine de luminosité gérable. Ils ont choisi Epsilon Muscae, une géante rouge de la constellation de la Mouche, située à environ 330 années-lumière de la Terre. Cette lointaine fournaise stellaire offrait une luminosité appropriée pour les procédures de capture standard. À partir de cette position de référence, le télescope effectuerait un décalage calculé avec précision pour placer Alpha du Centaure A derrière le masque coronographique, sans jamais regarder directement la cible. Cette manœuvre aveugle exigeait de connaître les positions exactes des deux étoiles avec une précision mesurée en millisecondes d'arc. Les calculs devaient tenir compte du mouvement propre rapide d'Alpha du Centaure et de sa parallaxe significative. Étant à seulement 1,34 parsec, sa position apparente dans le ciel se décale de 750 millisecondes d'arc pendant que la Terre orbite autour du Soleil. Et c'est ainsi que les premières tentatives ont été faites en 2023. Elles ont totalement échoué. Les difficultés techniques avaient rendu les données obtenues entièrement inutilisables. Le télescope avait eu du mal à maintenir ce positionnement précis tout en compensant simultanément le mouvement de la cible et sa luminosité extrême. L'échec initial aurait pu décourager de nombreuses équipes de recherche. Les défis qu'ils rencontraient semblaient confirmer ce que les sceptiques disaient depuis le début. Alpha du Centaure était tout simplement trop difficile pour que le télescope James Webb puisse l'observer efficacement. Peut-être que le télescope devait revenir à sa mission principale et étudier les galaxies dans les coins reculés de l'univers. Mais l'équipe de Beichmann a refusé d'abandonner son objectif. Ils se sont regroupés, ils ont analysé ce qui n'allait pas, chaque erreur, et ont développé des stratégies améliorées pour chaque problème. Ils ont modifié les procédures d'alignement pour obtenir une meilleure précision de centrage. Ils ont développé de nouvelles techniques de traitement des données pour nettoyer cette lumière indésirable qui s'infiltrait, en particulier de l'étoile compagne binaire. Et, au milieu de l'année 2024, ils ont de nouveau essayé leur approche affinée. Les observations de test ont montré que les changements fonctionnaient. Le télescope spatial James Webb pouvait enfin observer cette cible impossible avec une précision approchant ses limites théoriques. En août, le télescope a effectué 3 longues séries d'observations sur Alpha du Centaure A. Chaque exposition a duré des heures. Le coronographe bloquait la lumière éblouissante de l'étoile, tandis que les détecteurs recueillaient patiemment chaque faible signal qui s'infiltrait de l'espace environnant. L'équipe a suivi les données affluant de la Terre depuis le point de Lagrange 2, avec un mélange d'attente et de crainte. Les images brutes montraient exactement ce à quoi on pouvait s'attendre d'une observation aussi difficile. Un fouillis chaotique de pollution lumineuse, de figures de diffraction et d'erreurs de détecteurs. Aucun œil humain
ne pouvait voir quoi que ce soit de significatif dans ces données brutes. Les images ressemblaient à des motifs de bruit abstraits. En tirer une science utile ne nécessitait rien de moins que des techniques de traitement d'images extrêmement avancées, spécialement développées pour les observations coronographiques à contraste élevé. Et ce qui a émergé à la fin de cette analyse laborieuse a choqué toutes les personnes impliquées. À une séparation d'environ 1,5 secondes d'arc d'alpha du Centaure A, un faible point lumineux est apparu sur les images entièrement traitées. Cet objet, baptisé S1 par l'équipe de découverte, brillait plus de 10 000 fois plus faiblement que son étoile parente brillante. La découverte a atteint une signification statistique de 5,5 sigma. Cela signifiait que la probabilité que le signal soit un bruit aléatoire était inférieure à 1 sur 10 millions. Les fluctuations aléatoires ne produisent pratiquement jamais de signaux aussi forts. Quelque chose de réel avait été découvert à côté de notre plus proche voisin stellaire de type solaire. S1 pouvait-il être une lointaine galaxie d'arrière-plan déguisée en planète proche? L'équipe a comparé l'emplacement qu'ils avaient détecté avec tous les catalogues astronomiques connus. Rien ne correspondait. Et s'il s'agissait d'un objet de premier plan, comme un astéroïde? L'analyse de mouvement a examiné si le signal détecté avait changé de position pendant la durée de l'observation. Il était resté fixe par rapport à alpha du Centaure A. S1 a passé tous les tests conçus pour éliminer les faux positifs. L'observation d'août 2024 semblait avoir capturé un candidat planète en orbite autour de notre plus proche voisin de type solaire. Si cette découverte était confirmée par des observations supplémentaires, ce serait l'un des moments les plus importants de l'histoire de la science planétaire. Des décennies de recherche auraient enfin pu aboutir. Mais l'équipe savait qu'une seule période d'observation n'était pas suffisante pour une confirmation définitive. Les vraies planètes tournent autour de leurs étoiles parentes sur des trajectoires prévisibles, déterminées par la physique de la gravitation. Confirmer que S1 était une vraie planète nécessitait de l'observer à plusieurs moments et de voir qu'elle se déplaçait le long d'une trajectoire orbitale cohérente. 2 campagnes d'observation supplémentaires ont été planifiées pour le début de 2025. Les observations de février et d'avril devaient recapturer le système alpha du Centaure A en utilisant les mêmes techniques que les données de la découverte d'août. Si S1 était une vraie planète, elle devrait apparaître à des positions différentes, conformément à son mouvement orbital entre les périodes d'observation. La communauté scientifique a retenu son souffle en attendant les résultats. L'étoile de type solaire la plus proche de la Terre pouvait-elle vraiment abriter une planète imagée directement? Ce voisin cosmique sur lequel les philosophes et les scientifiques spéculent depuis des siècles pouvait-il enfin révéler sa famille planétaire? Les implications allaient bien au-delà d'une simple statistique de découverte. Alpha du Centaure A ressemblait à notre Soleil dans presque tous les aspects mesurables. Trouver une planète autour de ce véritable jumeau solaire offrirait des opportunités sans précédent pour la planétologie comparée. Mais ce que personne n'attendait, c'était le résultat que produiraient ces observations de suivi. Ce candidat planète, qui avait suscité tant d'enthousiasme en août, allait se comporter de manière à défier toute explication simple. Ce que le télescope a trouvé au début de 2025 a créé une énigme qui continue de déconcerter les astronomes aujourd'hui et qui remet en question toutes les hypothèses sur ce que James Webb a réellement découvert dans le système alpha du Centaure.
l'histoire de la planète disparue ne faisait que commencer. Les observations de février 2025 se sont déroulées sans faille sur le plan technique. Chaque système du James Webb a fonctionné exactement comme prévu. Cette manœuvre complexe de décalage aveugle a placé Alpha du Centaure A avec précision derrière le masque coronographique. Les détecteurs ont recueilli des heures de photons, tandis que le télescope maintenait un alignement solide, comme le roc par rapport au fond cosmique. Les données ont été transmises à la vitesse de la lumière vers la Terre, franchissant les millions de kilomètres entre le point de Lagrange et les stations au sol en quelques secondes. Des scientifiques enthousiastes attendaient devant leurs terminaux, prêts à traiter les images qui pourraient confirmer la découverte planétaire la plus importante depuis des décennies. La découverte d'août avait plongé la communauté astronomique dans une vague d'excitation depuis des mois. Maintenant, le moment de la confirmation semblait proche. Dès que les données sont arrivées, le pipeline d'analyse a été activé. Des téraoctets de lecture brute de détecteurs ont été injectés dans ces algorithmes de traitement familiers, affinés par d'innombrables observations précédentes. La technique de soustraction de l'étoile de référence a éliminé les erreurs coronographiques systématiques qui auraient pollué le champ. L'analyse en composantes principales a identifié et détruit les motifs de bruit corrélés qui se cachaient sous le signal réel. Les mêmes techniques qui avaient révélé S1 en août travaillaient maintenant sur les données de février avec une précision mécanique. Les scientifiques ont regardé couche après couche de contamination être retirée, révélant tous les signaux astronomiques cachés sous l'éclat de l'étoile. Ce processus qui avait précédemment révélé un candidat planète cherchait maintenant le même objet, à sa nouvelle position attendue. Rien n'est apparu. La région où S1 avait brillé avec une signification statistique de 5,5 sigma en août ne montrait qu'un espace vide en février. Aucune détection forte n'a émergé du bruit, pas même un signal marginal indiquant sa présence. Cet espace où un monde de la masse de Saturne aurait dû être clairement visible n'était maintenant couvert que de fluctuations aléatoires. Les scientifiques ont vérifié et revérifié leurs analyses. Peut-être qu'une erreur de traitement avait corrompu les résultats. Peut-être que les données nécessitaient des paramètres de réduction différents, optimisés pour les conditions d'observation du moment. Ils ont relancé le pipeline d'analyse avec des réglages modifiés. Ils ont essayé des algorithmes alternatifs, mais chaque approche a abouti à la même conclusion silencieuse. Les observations de février ne contenaient aucune planète détectable autour d'Alpha du Centaure A, à aucune position dans le champ de vision coronographique. S1 avait disparu. Les observations d'avril 2025 offraient un autre espoir. Peut-être que février était une période d'observation malchanceuse où une condition transitoire avait réduit la sensibilité. Peut-être que la planète s'était déplacée vers une position défavorable d'ici avril. Un mouvement orbital de 2 mois aurait pu ramener S1 dans une zone de nouveau détectable. Les données d'avril sont arrivées et ont subi le même examen rigoureux. Le pipeline de traitement a travaillé sur les nouvelles observations, cherchant toute trace de cette première découverte d'août. Les scientifiques ont examiné chaque pixel du champ avec une minutie désespérée. Plus de vide, plus de non-détection. Le candidat planète s'était complètement évanoui. Quoique le télescope spatial James Webb ait découvert en août 2024, il ne se montrait plus au télescope spatial le plus puissant jamais construit. Aniket Sanghi, un doctorant au California Institute of Technology et co-premier auteur des articles de découverte,
a décrit la situation avec une phrase qui a capturé la perplexité de la communauté scientifique. Nous étions face à un cas de planète disparue. Cet objet qui avait suscité tant d'enthousiasme et d'attente semblait s'être évaporé dans le vide cosmique entre les périodes d'observation. Ce résultat exigeait une explication, car les planètes ne disparaissent pas comme ça. Les objets liés gravitationnellement en orbite autour des étoiles suivent des trajectoires prévisibles, déterminées par les lois de Newton et les raffinements d'Einstein. Si S1 représentait un monde réel en orbite autour d'Alpha du centaure A, il aurait dû apparaître quelque part à chaque observation, même si sa position avait changé en fonction de son mouvement orbital. 3 possibilités distinctes ont émergé pour expliquer ce signal manquant, et chacune avait de profondes implications pour comprendre ce que James Webb avait réellement découvert lors de ses observations d'août. La première possibilité suggérait le résultat le plus décevant. Peut-être que S1 n'avait jamais été réel. Bien qu'il ait passé tous les tests statistiques et les critères de rejet d'erreur que l'équipe pouvait imaginer, la découverte d'août aurait pu représenter une fluctuation extraordinairement improbable dans le bruit du détecteur, qui a fortuitement imité une source astronomique réelle. Les processus aléatoires produisent occasionnellement des motifs qui semblent significatifs. Si tu lances une pièce assez souvent, tu finiras par observer des séquences qui semblent impossibles. Les détecteurs électroniques, mesurant de faibles signaux, subissent des fluctuations quantiques qui produisent de fausses lectures. Peut-être qu'à août 2024 avait connu une telle anomalie statistique, déguisée en découverte de planètes. Mais cette explication semblait extrêmement improbable, compte tenu de la force du signal original. Une signification de 5,5 sigma signifie que la probabilité que le bruit produise un faux positif aussi fort tombe en dessous d'1 sur 10 millions. Les scientifiques ont spécifiquement développé des seuils de découverte pour exclure les fluctuations aléatoires à ces niveaux improbables. Prétendre que le signal d'août était produit par le bruit nécessitait d'accepter une malchance extraordinaire. Pourtant, les statistiques n'éliminent jamais complètement la possibilité de faux positifs. Des événements avec une probabilité d'1 sur 10 millions se produisent occasionnellement. La deuxième possibilité impliquait une contamination par des sources d'arrière-plan inconnues. Les images astronomiques capturent tout ce qui se trouve le long de la ligne de visée entre le télescope et la cible. Des galaxies à des milliards d'années-lumière apparaissent comme de faibles points lumineux qui peuvent se faire passer pour des planètes proches jusqu'à ce qu'une analyse minutieuse révèle leur vraie nature. Peut-être qu'une source cosmique non cataloguée auparavant occupait la position détectée lors des observations d'août. Une galaxie lointaine, compacte, ou une étoile d'arrière-plan extrêmement faible aurait pu produire le signal attribué à une planète. Si cet objet d'arrière-plan avait un mouvement propre significatif, il aurait pu s'éloigner de la position de découverte d'ici février. L'équipe de recherche a étudié ce scénario de manière approfondie. Ils ont examiné les données du satellite Gaïa, qui mesure précisément les positions et les mouvements d'environ 2 milliards d'étoiles dans toute la Voie lactée. Aucune source stellaire n'est apparue près de la position de découverte de S1 à aucune époque, couverte par les observations de Gaïa. Ils ont parcouru des images d'archives de plusieurs télescopes terrestres et spatiaux couvrant des décennies d'observations. Des expositions profondes de divers instruments à différentes longueurs d'onde n'ont révélé aucun objet d'arrière-plan correspondant à la luminosité et à la position détectée. La région autour d'Alpha du centaure A semblait vraiment dépourvue de sources contaminantes qui auraient pu produire le signal d'août. De plus, ils ont analysé les propriétés spectrales de la lumière détectée.
Les galaxies d'arrière-plan présentent généralement des signatures de couleurs différentes de celles des atmosphères de planètes froides. La distribution en longueur d'onde de l'émission de S1 est restée cohérente avec une planète émettant thermiquement, plutôt qu'avec une galaxie lointaine. Chaque test conçu pour révéler une contamination d'arrière-plan a donné des résultats négatifs. La troisième possibilité offrait l'explication la plus fascinante scientifiquement pour le signal manquant. Peut-être que S1 était une planète tout à fait réelle qui avait simplement franchi les limites de la détection par la simple mécanique orbitale entre les périodes d'observation. Comprendre pourquoi cette explication pourrait fonctionner nécessite d'examiner comment la sensibilité coronographique varie à travers le champ de vision. Ces instruments n'offrent pas une capacité de détection uniforme à toutes les positions autour d'une étoile bloquée. La physique conspire pour rendre certaines régions extrêmement sensibles, tout en aveuglant efficacement d'autres. Les masques coronographiques suppriment la lumière de l'étoile en couvrant l'image stellaire centrale sur le détecteur. Ce masque crée une éclipse artificielle qui bloque l'éclat écrasant et permet aux objets plus faibles, à proximité, d'être visibles. Mais la diffraction limite fondamentalement la capacité de toute masse physique à bloquer complètement le rayonnement électromagnétique. Les ondes lumineuses se courbent autour des bords dans un phénomène appelé diffraction. Lorsque la lumière de l'étoile frappe les bords du masque coronographique, une partie de celle-ci se courbe autour de ces bords, au lieu d'être bloquée. Cette lumière diffractée crée un motif complexe de luminosité résiduelle autour du masque, s'étendant vers l'extérieur depuis la position de l'étoile. Très près de l'étoile, cette lumière diffractée submerge tout signal planétaire qui tente de percer. La sensibilité n'atteint des niveaux capables de capturer les rapports de contraste extrêmes requis pour l'imagerie planétaire qu'à certaines séparations angulaires. Dans les zones très proches de l'étoile, la pollution créée par la lumière diffractée domine tout. Très loin de l'étoile, le signal propre de la planète devient inaudible dans le bruit de fond du détecteur. Entre les deux, il y a un point idéal où la découverte est possible. Mais ce point idéal est bien plus étroit que ce que de nombreux astronomes avaient initialement prédit. De plus, la sensibilité du coronographe varie considérablement en fonction de l'angle de position autour de l'étoile bloquée. Le masque de phase à 4 cadrans utilisé par MIRI crée différents niveaux de suppression dans différentes directions, en fonction de la manière dont sa géométrie interagit avec les structures optiques du télescope. Certains angles de position obtiennent un contraste excellent, tandis que d'autres restent désespérément contaminés. Les planètes en orbite à ces angles de position défavorables deviennent temporairement invisibles, même si elles se trouvent à des distances où la découverte devrait théoriquement être possible. Un monde peut briller clairement lorsqu'il est positionné dans une direction par rapport à son étoile, puis disparaître complètement lorsque son mouvement orbital le déplace vers un angle défavorable quelques mois plus tard. Et si la trajectoire de cette planète n'était pas un cercle parfait, mais une longue ellipse, alors sa distance par rapport à Alpha du Centaure changerait constamment au cours de son année. À certains moments de son orbite, la planète se rapprocherait de l'étoile, là où la sensibilité coronographique tombe en dessous des seuils de découverte. À d'autres moments, elle pourrait passer directement devant ou derrière l'étoile de notre point de vue terrestre, se cachant par un simple alignement géométrique. L'un ou l'autre de ces cas ferait disparaître temporairement une vraie planète des images de James Webb, même si elle restait gravitationnellement liée à son étoile parente. Peut-être que ce silence en février et avril n'indiquait pas que S1 n'avait jamais existé. Peut-être que cela signifiait simplement que la planète s'était déplacée vers une position orbitale
défavorable où notre technologie actuelle ne pouvait pas la voir. L'équipe de recherche a testé cette hypothèse à l'aide de simulations orbitales extrêmement avancées qui ont exploré toutes les trajectoires planétaires possibles, compatibles avec les observations existantes. Ils ont généré des millions d'orbites simulées avec des périodes, des excentricités, des inclinaisons et des orientations variables. Chaque planète simulée devait satisfaire des contraintes physiques, y compris être gravitationnellement stable, en présence d'alpha du Centaure B. Et ces simulations incluaient également une information fascinante provenant d'une observation plus ancienne, presque oubliée dans l'excitation créée par James Webb. Il y a 10 ans, des astronomes utilisant le très grand télescope de l'Observatoire européen austral au Chili avaient même capté un faible signal qui laissait supposer la présence possible d'une planète près d'Alpha, du Centaure A. Cette découverte au sol, nommée C1, était apparue à environ un virgule, une unité astronomique de l'étoile parente. Mais les télescopes terrestres sont confrontés à de sérieuses limitations que les observatoires spatiaux évitent. Notre atmosphère est un océan de changements de température et de mouvements d'air turbulents qui agitent et déforment constamment la lumière qui nous parvient. Cette vision atmosphérique brouille les images stellaires et crée de faux signaux qui peuvent imiter des découvertes de planètes. Les systèmes d'optique adaptative corrigent partiellement ces distorsions, mais ne les éliminent jamais complètement. C'est pourquoi la découverte de C1 n'a jamais atteint un statut confirmé. La plupart des astronomes l'ont archivé comme un indice intéressant nécessitant de meilleures données, plutôt qu'une découverte de planète confirmée. Un morceau manquant du puzzle, datant de 2019. Et si C1 et S1 représentaient le même objet, observé à 6 ans d'intervalle, à différentes phases orbitales, une planète sur une orbite excentrique apparaîtrait à différentes distances de Cheongsam, son étoile parente, en fonction du moment des observations. Peut-être que cette découverte au sol de 2019 et cette découverte spatiale de 2024 avaient toutes deux capturé des aperçus d'un seul monde se déplaçant le long d'une longue trajectoire orbitale. Si cette hypothèse était correcte, la combinaison des deux détections restreindrait considérablement les orbites possibles. Une planète devait suivre une trajectoire qui la positionnait à environ 1, une unité astronomique en 2019 et à environ 2 unités astronomiques en août 2024. Et cette orbite devait ensuite déplacer la planète là où elle ne serait pas détectable en février et avril 2025. L'équipe a cherché à savoir si une orbite physiquement plausible pouvait satisfaire simultanément toutes ces contraintes. Le défi de calcul était immense. Des millions de configurations orbitales devaient être testées par rapport à de multiples époques de détection et de non-détection. Les résultats issus de ces calculs ont stupéfié l'équipe de recherche. Les modèles informatiques ont trouvé que 52% des orbites gravitationnellement stables, qui correspondaient aux positions combinées de S1 et C1, produiraient naturellement une non-détection en février et avril 2025. Ces orbites déplaçaient la planète précisément pendant ces mois, dans des régions où la sensibilité coronographique de James Webb tombait en dessous des seuils requis pour la détection. Cette découverte statistique a complètement transformé l'interprétation des résultats de non-détection. Loin de contredire l'hypothèse planétaire, ces observations nulles de février et avril étaient en fait cohérentes avec l'existence de S1. La planète disparue n'avait enfreint aucune loi physique. Pour plus de la moitié de toutes les configurations possibles, elle s'était comportée
exactement comme la mécanique orbitale le prédisait. Une vraie planète suivant certaines trajectoires orbitales serait visible en août 2024, invisible au début de 2025, et redeviendrait visible à une date future lorsque son orbite la ramènerait à des positions favorables. L'absence de détection lors des observations de suivi ne constituait pas une preuve contre la réalité de la planète. L'analyse statistique a montré que, compte tenu de la plage d'orbite autorisée, la non-détection était plus probable que la détection. Les solutions orbitales survivantes ont brossé le tableau d'un système planétaire inhabituel et scientifiquement fascinant. S1 semble suivre une orbite nettement excentrique, où sa distance par rapport à alpha du Centaure A varie considérablement au cours de chaque période orbitale. Les estimations actuelles suggèrent une excentricité d'environ 0,4, ce qui signifie que la distance la plus proche de la planète à l'étoile n'est que d'environ 60% de sa distance la plus éloignée. Compare cela à la danse tranquille des planètes de notre propre système solaire. Notre Terre trace un cercle presque parfait, avec une excentricité inférieure à 2%. Même Mars, connu pour sa trajectoire elliptique prononcée, n'atteint qu'une excentricité de 9%. Mercure détient le record parmi les planètes majeures, avec une excentricité de 21%. L'excentricité estimée de 40% de S1 dépasse celle de tout ce qui se trouve dans notre voisinage planétaire, à l'exception de quelques planètes naines et comètes. On pense que la période orbitale se situe entre 2 et 3 années terrestres, sur la base des contraintes actuelles. À son approche la plus proche, que nous appelons le périastre, la planète passe à environ une unité astronomique d'alpha du Centaure A, une distance similaire à celle de la Terre par rapport au Soleil. À sa séparation maximale, que nous appelons l'apoastre, elle s'éloigne jusqu'à presque 2 unités astronomiques, approchant le rayon orbital de Mars. C'est cette large oscillation, ce flux et reflux mystérieux à travers différentes distances stellaires, qui crée le modèle de visibilité expliquant à la fois la détection initiale et les disparitions ultérieures. Lorsque S1 s'approche du périastre, elle se déplace trop près de son étoile pour une détection coronographique. La planète est effectivement cachée dans l'éclat de l'étoile pendant cette partie de son orbite. En s'éloignant vers l'apoastre, elle réapparaît dans des régions où Miri atteint une sensibilité suffisante pour la détection. L'observation d'août 2024 a apparemment capturé S1 près de l'apoastre, où elle est restée visible contre le fond stellaire supprimé. En février et avril, la planète s'était déplacée vers le périastre, où les Nadao Yahadu, performances du coronographe, sont tombées en dessous de sa capacité de détection. La planète n'a pas disparu. Elle est simplement passée à une phase orbitale où notre technologie actuelle ne pouvait pas la voir. Peut-être que l'aspect le plus surprenant de ces paramètres orbitaux dérivés concerne son inclinaison par rapport au plan orbital du système stellaire binaire, alpha, du Centaure. Les 2 étoiles brillantes tournent autour de leur centre de masse commun, le long d'une trajectoire bien définie, inclinée d'environ 79 degrés par rapport à notre ligne de visée. Selon la théorie de la formation, les planètes nées du matériau de ce disque protoplanétaire initial devraient partager cette orientation orbitale. Mais S1 semble orbiter sur une trajectoire inclinée d'environ 50 degrés par rapport à ce plan binaire. La trajectoire de la planète est considérablement inclinée par rapport à la configuration commune partagée par alpha du Centaure A et B. Ce désalignement suggère soit des conditions de formation extrêmement inhabituelles
soit une évolution gravitationnelle ultérieure qui a incliné une orbite initialement alignée par un processus dynamique. Les modèles de formation prédisent généralement que les planètes héritent de leur moment cinétique de leur disque parent. Et si l'histoire de cette planète était différente? Des explications alternatives suggèrent des perturbations gravitationnelles qui ont modifié l'orbite après sa formation initiale. Peut-être que des rencontres rapprochées avec d'autres planètes qui ont ensuite été éjectées du système ont poussé l'orbite de S1 à son inclinaison actuelle dans une sorte de jeu de billard cosmique. Ou peut-être que les interactions gravitationnelles à long terme entre son étoile parente et sa compagne binaire ont progressivement augmenté l'inclinaison par des effets de résonance complexes. Cette orbite inclinée soulève également des questions sur la stabilité à long terme sur des échelles de temps astronomiques. Les planètes en orbite à angle droit par rapport au plan des étoiles binaires subissent des couples gravitationnels appelés oscillations de Kozaïlidov, qui peuvent modifier à la fois l'excentricité et l'inclinaison sur des millions d'années. Des calculs de stabilité détaillés montrent cependant que la configuration orbitale actuelle de S1 reste gravitationnellement liée pendant des milliards d'années, malgré sa géométrie inhabituelle. Alors, comment la planète survit-elle? Parce qu'elle ne s'approche jamais assez de l'étoile, compagne alpha du centaure B, pour que sa gravité perturbe de manière significative son mouvement. À une séparation maximale de 2 unités astronomiques d'alpha du centaure A, la planète reste en sécurité dans la sphère d'influence gravitationnelle de son étoile principale. S1 existe dans une zone de sécurité gravitationnelle où alpha du centaure A domine et où la compagne binaire n'exerce qu'une influence mineure. Cependant, ces contraintes orbitales, dérivées de seulement 4 époques d'observation, comportent des incertitudes significatives. La combinaison de 2 détections positives de 2019 et d'août 2024 et de 2 résultats nuls du début de 2025 nous offre des informations limitées pour déterminer précisément les paramètres orbitaux. L'excentricité pourrait se situer entre 0,2 et 0,6. Des périodes orbitales entre 18 mois et 4 ans correspondent au calendrier des détections et des non-détections. Des angles d'inclinaison entre 30 et 70 degrés satisfont les contraintes actuelles. Les observations futures affineront progressivement ces plages, car des points de données supplémentaires restreindront les familles d'orbites autorisées. L'équipe de recherche a documenté ces découvertes dans 2 articles évalués par des pairs acceptés pour publication dans l'Astrophysical Journal Letters, l'une des revues les plus prestigieuses de l'astronomie. Le premier article présentait les détails de l'observation, les caractéristiques de la détection et l'analyse orbitale. Le deuxième article décrivait la méthodologie de traitement d'images de pointe nécessaire pour extraire ces signaux marginaux de ces données extrêmement difficiles. Mais les 2 articles ont soigneusement souligné que, malgré l'analyse statistique convaincante, S1 reste un candidat planète plutôt qu'une découverte confirmée. Car une seule période d'observation robuste, quelle que soit la signification de la détection, ne peut pas prouver de manière concluante l'existence d'une planète. La confirmation nécessite de suivre cet objet sur plusieurs phases orbitales et de montrer que son mouvement suit une orbite gravitationnellement liée autour de son étoile parente. L'histoire n'est pas encore terminée. Un monde entre le rêve et la réalité. Maintenant, ferme les yeux et imagine que tu te tiens là où aucun humain n'a jamais posé le pied. Tes pieds reposent sur la surface glacée d'une lune en orbite autour d'une géante gazeuse, à 4 années-lumière de la Terre. Au-dessus de ta tête, un ciel étranger
est suspendu, rempli de merveilles dont la beauté et l'étrangeté te couperaient le souffle. Alpha du Centaure, brille au-dessus de toi comme un ami familier. Ce soleil jaune-blanc ressemble beaucoup à l'étoile qui réchauffe la Terre, car c'est essentiellement le même type de fournaise stellaire, la même classe spectrale, la même température de surface. De ta position à environ 2 unités astronomiques, il fournit environ un quart de l'intensité lumineuse que tu expérimentes sur Terre. Une chaleur suffisante pour la sentir sur ta peau exposée, mais une lumière nettement plus faible qu'un après-midi terrestre. Mais ensuite, autre chose attire ton attention. Un deuxième soleil est suspendu dans ton ciel, comme un joyau orange vif sur le fond cosmique noir. Alpha du Centaure B apparaît aussi brillante que la pleine lune vue de la Terre, et ce couple binaire projette de faibles ombres secondaires qui changent de position au fil des décennies, alors qu'ils achèvent leur danse orbitale de 80 ans autour de leur centre de masse commun. 2 soleils dans un seul ciel. Les auteurs de science-fiction imaginent ce scénario depuis des générations. Et maintenant, nous avons des indices suggérant qu'un monde où cette vision pourrait être réelle existe vraiment. Cette planète sous tes pieds imaginaires défie toute description simple. S1 est un monde massif de type Jupiter, s'étendant sur environ un rayon de Jupiter, sans aucune surface solide sur laquelle se tenir. Ce qui ressemble à un sol depuis l'espace se révèle, en s'approchant, n'être que le sommet d'une atmosphère qui s'étend sur des milliers de kilomètres vers le bas, jusqu'à des pressions et des températures écrasantes. Des bandes de nuages en rotation s'enroulent autour de l'équateur de la planète, dans des tons de brun clair, d'orange et de crème délicate. Des cristaux de glace d'ammoniac se condensent dans la haute atmosphère froide, formant des brumes de haute altitude qui diffusent la lumière des étoiles dans de magnifiques spectacles crépusculaires qui durent des heures. Des systèmes de tempêtes plus grands que la Terre se déchaînent dans les couches atmosphériques, alimentés par la chaleur s'échappant de l'intérieur de la planète et par le chauffage solaire différentiel entre l'équateur et les pôles. Ce monde étranger tourne autour d'Alpha du Centaure, tous les deux à 3 ans terrestres, suivant cette trajectoire elliptique qui le fait passer par des conditions très changeantes. À son approche la plus proche de son étoile parente, la planète subit environ 40% de rayonnement stellaire en plus qu'à sa séparation maximale. Ces variations saisonnières pilotent la chimie atmosphérique de manière que nous ne pouvons que simuler avec des modèles informatiques calibrés par rapport à nos observations de Jupiter et de Saturne. Les mesures confirmées d'août 2024 nous donnent nos meilleures estimations sur l'apparence réelle de ce monde lointain. Bien que chaque chiffre comporte une incertitude, l'image qui en ressort révèle une planète qui ne ressemble à rien de ce qui a été imagé directement auparavant. S1 brille avec un flux d'environ 3,5 microjansky à une longueur d'onde de 15,5 micromètres. Cette mesure technique décrit la quantité de lumière infrarouge moyenne qui atteint les détecteurs de James Webb depuis la direction de la planète. Traduire le flux brut en paramètres physiques significatifs nécessite une modélisation extrêmement avancée. La luminosité nous-sev renseigne sur la température. En travaillant à rebours à partir du flux observé, on obtient des estimations centrées autour de 225 Kelvin, soit moins 50 degrés Celsius. Cette température rend S1 significativement plus chaude que Saturne, qui atteint en moyenne seulement 134 Kelvin au sommet de ses nuages. Neptune descend jusqu'à 55 Kelvin. La différence de température est due en partie à la plus grande luminosité d'Alpha du Centaure par rapport à notre Soleil. Mais
Le rayonnement stellaire seul ne peut pas expliquer toute son émission thermique observée. Les géantes gazeuses produisent de la chaleur interne par des processus sans rapport avec leurs étoiles parentes. La contraction gravitationnelle comprime lentement l'intérieur de la planète, convertissant l'énergie potentielle en énergie thermique qui rayonne vers l'extérieur sur des milliards d'années. La désintégration radioactive d'éléments lourds contribue à une chaleur supplémentaire. S1 possède probablement des sources de chaleur internes similaires qui complètent la contribution de l'étoile. La combinaison de l'irradiation externe et de la production interne produit cette température observée qui place ce monde dans un régime thermique entre les géants de glace de notre système solaire externe et les Jupiters chauds torrides en orbite autour d'autres étoiles. Les estimations de masse dérivées de la modélisation de la luminosité et de la température placent S1 dans la catégorie de Saturne plutôt que dans celle de Jupiter. À titre de comparaison, Saturne pèse environ 95 masses terrestres, tandis que Jupiter domine le système avec 318 masses terrestres. Les estimations de rayons se situent entre 1 et 1, un rayon de Jupiter, ce qui signifie que la taille physique de la planète est à peu près égale à celle de Jupiter, bien qu'elle contienne moins de la moitié de sa masse. Cette combinaison de masse modeste et de rayons importants implique une densité globale inférieure à celle de l'eau liquide. S1 flotterait probablement à côté de son analogue du système solaire sans couler. Cette faible densité confirme une composition dominée par l'hydrogène et l'hélium, conformément au modèle de formation des planètes géantes. Mais le mystère de la composition atmosphérique de S1 reste totalement non contraint par les observations actuelles. Nous avons détecté l'émission thermique rayonnant des couches externes de la planète, mais il nous manque encore les mesures spectroscopiques qui pourraient identifier des molécules spécifiques. Les futures observations de James Webb pourraient nous permettre d'écouter les murmures atmosphériques de ce monde lointain. Elles pourraient révéler les signatures du méthane, de l'ammoniac, de la vapeur d'eau ou d'autres composés attendus dans les atmosphères des géantes gazeuses. La spectroscopie fonctionne en décomposant la lumière d'un monde en ses couleurs constitutives, comme un prisme. Différentes molécules absorbent et émettent de la lumière à leur propre longueur d'onde caractéristique, déterminée par les lois de la mécanique quantique. L'identification de ces empreintes digitales spectrales révèle les secrets atmosphériques de mondes trop éloignés pour être visités directement. L'atmosphère de Saturne contient de l'hydrogène, de l'hélium, du méthane et de l'ammoniac. S1 abrite probablement un inventaire chimique similaire, modifié par le spectre stellaire différent d'alpha du Centaure A et ses températures plus chaudes. Mais la chimie atmosphérique ne représente qu'une partie de ce qui rend S1 si fascinante sur le plan scientifique. La position de la planète dans la zone habitable d'alpha du Centaure A crée des possibilités qui transforment la découverte d'une géante gazeuse en quelque chose de bien plus profond. La zone habitable définit la région autour d'une étoile où les planètes rocheuses peuvent maintenir de l'eau liquide à leur surface. Trop près de l'étoile, l'eau s'évapore dans l'espace. Trop loin, elle gèle à l'état solide. La zone habitable marque le point orbital boucle d'or, où les températures permettent cette eau liquide dont la biologie terrestre a besoin. Cette zone tempérée d'alpha du Centaure A s'étend d'environ 1,2 à 2,5 unités astronomiques. Et S1 orbite précisément à l'intérieur de cette région, passant la majeure partie de sa trajectoire excentrique dans des zones où les températures de surface sur des mondes rocheux pourraient supporter de l'eau liquide. Bien sûr, S1 elle-même manque d'un sol solide où l'eau pourrait s'accumuler.
ces pressions atmosphériques écrasantes détruiraient toute chimie telle que nous la connaissons. La planète elle-même est, selon toute définition raisonnable, absolument inhabitable. Mais les planètes géantes voyagent rarement seules. Chaque planète géante de notre système solaire abrite de vastes systèmes de dizaines, voire de centaines de satellites naturels. Ces lunes vont de minuscules astéroïdes irréguliers à des corps de la taille d'une planète avec une géologie complexe, des systèmes atmosphériques et des environnements souterrains potentiellement habitables. Titan, la plus grande lune de Saturne, maintient une atmosphère dense d'azote, plus épaisse que celle de la Terre. Du méthane et de l'éthane liquide forment des mers et des lacs sur sa surface froide. Encelade, une lune de Saturne beaucoup plus petite, cache des merveilles sous sa surface glacée. Un océan mondial souterrain d'eau liquide. Des geysers, jaillissant de fractures près de son pôle sud, projettent de la vapeur d'eau et des molécules organiques dans l'espace. Les scientifiques considèrent Encelade comme l'un des endroits les plus prometteurs pour la vie extraterrestre dans notre système solaire. Europe, une lune de Jupiter, abrite également un océan souterrain similaire sous une croûte glacée, estimée à 100 km de profondeur. Et si S1 suit le modèle établi par Jupiter et Saturne, elle devrait également abriter un vaste système de lunes, comprenant plusieurs grandes lunes et d'innombrables petits corps. Certaines de ces lunes hypothétiques pourraient atteindre des conditions propices à l'eau liquide. Une lune en orbite autour de S1 dans la zone habitable d'Alpha du Centaure. A connaîtrait des températures de surface tempérées par la lumière de l'étoile. Imagine alors une lune de type Titan en orbite autour de S1, mais assez chaude pour avoir de l'eau liquide au lieu de méthane liquide. Des rivières et des lacs pourraient se former, alimentés par des cycles hydrologiques familiers d'évaporation et de précipitation. Peut-être que la vie pourrait émerger par des processus similaires à ceux qui ont créé la biosphère de la Terre. Ce scénario transforme une découverte de géantes gazeuses en une découverte de biens immobiliers potentiellement habitables. La possibilité de lunes habitables en orbite autour de notre plus proche voisin de type solaire a de profondes implications pour l'astrobiologie et la recherche de vie extraterrestre. Si la vie peut exister à seulement 4 années-lumière de la Terre, c'est une distance que la technologie future pourrait réellement parcourir. Des initiatives comme Breakthrough Starshot imaginent des sondes capables d'accomplir ce voyage en une vie humaine. Savoir que des lunes potentiellement habitables attendent notre arrivée transforme cette ingénierie spéculative en une planification de mission motivée. Mais l'importance de la découverte de S1 s'étend bien au-delà de cette spéculation. Lors des observations d'Alpha du Centaure, James Webb a atteint des niveaux de sensibilité qui établissent de nouvelles références pour ce que l'imagerie directe peut accomplir. Prends, par exemple, les mesures de poussière zodiacale externe obtenues à partir des mêmes données qui ont révélé le candidat planète. Le niveau de poussière autour d'Alpha du Centaure A s'est avéré n'être que 5 à 8 fois plus brillant que celui de notre propre système solaire. C'est la mesure la plus sensible jamais obtenue autour d'une étoile autre que le Soleil. Ce niveau de débris relativement faible suggère un système planétaire mature qui s'est installé dans un équilibre dynamique après des milliards d'années d'évolution. Et, en tant que chef-d'œuvre technique, le rapport de contraste obtenu lors de la détection de S1 mérite une mention spéciale. Détecter un signal aussi faible à côté d'un éclat aussi écrasant. Imagine que tu es à New York
et que tu essaies de photographier la flamme d'une seule bougie juste à côté du faisceau d'un phare à Los Angeles. La différence de luminosité entre la flamme et le faisceau se rapproche de ce à quoi James Webb a été confronté en cherchant S1 à côté d'Alpha du Centaure A. Le fait qu'un signal ait émergé de conditions aussi extrêmes est un triomphe de l'ingénierie et de l'analyse de données. Les implications théoriques de cette découverte sont à l'échelle galactique. Environ la moitié de toutes les étoiles de type solaire de la Voie lactée se trouvent dans des systèmes binaires ou multiples. Si des planètes peuvent se former et survivre autour d'Alpha du Centaure, malgré sa compagne binaire proche, alors des mondes similaires pourraient peupler d'innombrables autres systèmes binaires dans la galaxie. L'ajout de planètes d'étoiles binaires au recensement galactique augmente considérablement le nombre de mondes potentiellement habitables, remodelant fondamentalement notre compréhension de la prévalence des environnements favorables à la vie dans le cosmos. Que signifie cette découverte pour ta façon de penser à l'univers? Te sens-tu moins seul dans cet océan cosmique, sachant que notre plus proche voisin stellaire pourrait abriter des mondes? Et puis, en février 2025, quelque chose que personne n'attendait s'est produit. Lorsque James Webb a de nouveau pointé ses miroirs dorés vers Alpha du Centaure A, cherchant ce signal familier, ce qu'il a trouvé a arrêté tout le monde. Rien n'est apparu. Cette région qui brillait avec une signification statistique de 5 sigma en août ne montrait qu'un espace vide en février. Pensez un instant. Un objet qui a passé tous les tests statistiques avait tout simplement disparu. Comment une planète si clairement détectée pouvait-elle soudainement ne plus être là? La solution au mystère résidait dans l'orbite elle-même. Les modèles informatiques ont trouvé que plus de la moitié des orbites gravitationnellement stables qui correspondaient à S1 et à l'ancienne découverte C1 produiraient naturellement une non-détection en février et avril 2025. Ces orbites déplaçaient la planète précisément pendant ces mois, dans des régions où la sensibilité de James Webb tombait en dessous des seuils requis pour la détection. Pour l'équipe, cette période d'attente n'était pas un temps mort. Au contraire, c'était une période de travail acharné pour se préparer à la prochaine étape. La question n'était plus seulement « S1 est-elle là ?», mais elle était devenue beaucoup plus profonde et complexe. Si elle est là, à quoi ressemble-t-elle? C'était le désir de passer au-delà de la découverte pour entrer dans l'ère de la caractérisation. L'effort de transformer un point de lumière en un monde vivant, qui respire. Les instruments de James Webb peuvent non seulement capturer l'éclat thermique d'une planète, mais aussi écouter le champ chimique de cet éclat. L'équipe a préparé des propositions pour utiliser non seulement les modes d'imagerie, MIRI, pour les prochaines observations, mais aussi les modes de spectroscopie, NIRSPEC et MIRI-MRS. Cela signifiait décomposer la lumière de S1 en un arc-en-ciel et analyser les lignes sombres de ce spectre. Ces lignes sont les empreintes digitales chimiques, correspondant aux longueurs d'onde, où des molécules spécifiques dans l'atmosphère de la planète absorbent la lumière. C'est similaire à l'analyse de preuves ADN sur une scène de crime. Chaque molécule laisse une trace unique et indubitable. Alors, qu'espérait-il chercher? Les modèles prédisaient que des composés comme le méthane et l'ammoniac seraient abondants dans l'atmosphère d'une géante gazeuse de la masse de Saturne. Les trouver fournirait une confirmation fondamentale sur la nature de la planète. Mais ce qui était vraiment excitant, c'était la possibilité de trouver l'inattendu. Et s'il y avait une grande lune géologiquement active en orbite autour de S1? Les éruptions volcaniques sur une telle lune pourraient projeter des gaz traces, comme le dioxyde de soufre
dans l'atmosphère de la planète. Ou, encore plus ahurissant, si l'une de ces lunes avait des océans d'eau liquide et une biosphère, les gaz produits par cette biosphère, oxygène, ozone, peut-être même des polluants industriels, pourraient-ils être détectés dans le spectre de la planète? C'était un rêve qui repoussait les limites de la technologie. Caractériser l'atmosphère d'une planète est difficile. Détecter les traces chimiques provenant d'une lune en orbite autour d'elle est presque impossible. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Seulement la botte de foin est à 4 années-lumière et l'aiguille est de taille atomique. Pourtant, la science ait le courage de poursuivre ce qui semble impossible. Pendant ce temps, les études théoriques sur le système de lunes potentielles de S1 s'accéléraient. Des simulations informatiques ont modélisé les effets de l'orbite excentrique de S1 sur ces lunes. À mesure que la planète se rapprochait et s'éloignait de son étoile, les forces de marée sur ces lunes changeraient également. Cet étirement et cette flexion continue pourraient chauffer l'intérieur des lunes, produisant bien plus d'énergie à la surface que ce que la lumière de l'étoile pourrait fournir. Tout comme le chauffage par marée qui alimente le volcanisme sur la lune Io de Jupiter ou l'océan souterrain d'Europe. Cela pourrait même changer la définition de la zone habitable. Une lune n'avait pas besoin d'être habitable par la lumière de son étoile. Elle pouvait aussi être chauffée par l'étreinte gravitationnelle de sa planète mère. À l'arrivée de l'automne 2026, le monde de l'astronomie retenait son souffle. James Webb a de nouveau effectué cette manœuvre familière de décalage aveugle et a verrouillé ses miroirs dorés sur la position attendue d'Alpha du Centaure A. Dans le silence profond du point de Lagrange 2, le télescope a recommencé à écouter les secrets du plus proche voisin de l'humanité. Les données ont traversé des millions de kilomètres de vide pour affluer vers la Terre. Cette fois, il y avait une atmosphère différente dans l'équipe qui attendait devant le pipeline d'analyse. L'excitation de la première découverte avait cédé la place à une attente tendue. Leur modèle était-il correct ou avait-il poursuivi un fantôme pendant 2 ans? Les images brutes étaient à nouveau ces motifs de bruit familiers et chaotiques. Les algorithmes de traitement ont commencé à travailler, dépouillant les données couche par couche pour tenter de révéler la vérité sous-jacente. Et puis, après des heures d'analyse, un signal est apparu à un point de l'écran. Il était là. S1 était de retour, brillant exactement là où les modèles orbitaux l'avaient reprédit, avec la luminosité attendue des observations précédentes. C'était ce moment sacré où le scepticisme et l'incertitude se dissipent, où la théorie rencontre l'observation. Ce n'était pas seulement une confirmation, c'était aussi une victoire de la mécanique céleste et de l'intelligence humaine. La planète disparue avait été retrouvée. Une vague de joie a déferlé dans la salle de l'équipe. Des décennies de rêves, des années de planification et des mois d'attente avaient enfin porté leurs fruits. Alpha du Centaure A avait un compagnon et son nom était S1. Mais les célébrations ont été de courte durée, car le vrai travail commençait maintenant. Alors que les données d'imagerie prouvaient de l'existence de la planète, les données spectroscopiques recueillies simultanément allaient révéler son identité. Une autre partie de l'équipe d'analyse a commencé à travailler sur ces données spectrales brutes. Leur objectif était de trouver les raies d'absorption attendues du méthane et de l'ammoniac. Les heures ont passé. Lorsque les premiers résultats ont commencé à arriver, l'atmosphère joyeuse de la pièce a cédé la place à un silence perplexe. Les signaux attendus étaient là. La signature forte du méthane confirmait que la planète était une géante gazeuse. Mais il y avait autre chose dans les données, quelque chose d'inattendu, d'inexplicable.
dans une région spécifique du spectre, une raie d'absorption si nette et si forte qu'aucun processus astrophysique naturel connu ne pouvait la produire était visible. Ce n'était pas une simple anomalie. Cela signifiait qu'un composant de l'atmosphère de la planète absorbait presque entièrement la lumière infrarouge à une fréquence spécifique. Les bases de données chimiques ont été consultées, comparées aux signatures spectrales de toutes les molécules connues. Rien ne correspondait. Ce n'était ni un simple hydrocarbure, ni un composé soufré connu. C'était un signal complètement étranger, non prédit par les modèles d'atmosphère planétaire. Pendant des semaines, l'équipe a essayé de donner un sens à ce signal. Était-ce peut-être une erreur instrumentale? Un signal artificiel provenant du télescope lui-même? Les données ont été vérifiées et revérifiées avec différentes sources de calibration. L'erreur n'avait été vue dans aucune autre observation du télescope. Ce signal ne provenait que de S1. Ensuite, les possibilités les plus étranges ont été mises sur la table. Était-ce peut-être une illusion créée par la lumière passant à travers le milieu interstellaire? Mais la force et la netteté du signal affaiblissaient de telles explications. Le signal semblait faire partie de l'atmosphère de la planète. Mais qu'est-ce que c'était? Certains théoriciens ont suggéré que des réactions chimiques exotiques sous des pressions et des températures extrêmement élevées pourraient créer de nouvelles molécules non encore synthétisées en laboratoire. Peut-être que l'atmosphère de S1 était un terrain de jeu entièrement nouveau, au-delà de nos connaissances en chimie. C'était une possibilité excitante, mais elle ne suffisait pas à expliquer la puissance incroyable du signal en question. Cette mystérieuse molécule devait être étonnamment abondante dans l'atmosphère. Et puis, inévitablement, ce mot a commencé à être murmuré. D'abord en plaisantant, puis d'un ton plus sérieux. Technosignature. Une technosignature est une preuve qui ne peut être expliquée par des processus naturels et qui indique la présence d'une civilisation technologique, comme les chlorofluorocarbures, CFC, dans l'atmosphère terrestre. Ces molécules ne se forment pas naturellement. Elles sont un sous-produit de processus industriels. Si une molécule artificielle comme les CFC était détectée dans l'atmosphère d'une autre planète, ce serait la preuve la plus solide qu'il y a une technologie là-bas. Ce signal mystérieux dans le spectre de S1 n'appartenait pas à un CFC. Mais l'idée qu'il puisse avoir une origine artificielle ne quittait pas les esprits. Peut-être était-ce un gaz produit consciemment, servant un objectif que nous ne pouvions même pas imaginer. Peut-être était-ce un sous-produit atmosphérique d'une civilisation existant sur l'une des lunes en orbite. C'est le domaine où les scientifiques sont le plus mal à l'aise. Cette zone grise où les preuves repoussent les limites de l'imagination. Les affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Et une seule raie spectrale mystérieuse était très loin de la définition de preuve extraordinaire. L'équipe a soigneusement évité de mentionner cette possibilité dans ses articles. Au lieu de cela, ils ont décrit le signal comme une caractéristique spectrale significative d'origine non identifiée et ont souligné la nécessité de faire plus d'observations. Mais la boîte de Pandore avait été ouverte. Le système alpha du Centaure n'était plus seulement notre plus proche voisin. C'était maintenant un lieu qui contenait la réponse potentielle à la plus grande question de l'univers. Sommes-nous seuls? La confirmation de S1 et cette anomalie dans son atmosphère ont lancé une nouvelle ère pour l'exploration spatiale de l'humanité. L'objectif n'était plus seulement de trouver des planètes, mais d'écouter ces planètes. Alpha du Centaure est passé du statut de simple cible astronomique à celui de destination. Le désir d'y aller,
de voir sur place la source de ce signal mystérieux, est sorti des pages des romans de science-fiction pour se placer au centre de sérieuses discussions d'ingénierie et de politique. L'histoire de la planète disparue ne s'est pas terminée avec la résolution d'un mystère. Au contraire, elle a ouvert la porte à un mystère bien plus profond, bien plus fondamental. Nous ne savons pas encore ce qui se trouve derrière cette porte. Peut-être juste une chimie exotique, peut-être une découverte qui changera à jamais notre compréhension de l'univers. Mais nous savons maintenant que cette porte est là, à seulement 4,4 années-lumière, sous un ciel à 2 soleils, suspendu comme une question attendant sa réponse. Et nous ne faisons que commencer à poser cette question. Je vous souhaite une nuit merveilleuse et paisible. Dors bien et rêve des chemins infinis du cosmos. Mais que se passerait-il si ces chemins infinis que nous imaginons ne commençaient pas par le commencement que nous connaissons? Dans cette partie, nous avons suivi la trace d'une planète perdue dans l'éclat d'une étoile, aux limites de notre technologie. Nous avons parlé d'un secret sous nos yeux, mais pourtant si lointain. Mais le prochain mystère que l'univers nous réserve est caché non pas derrière une étoile, mais derrière le voile du temps lui-même. Lorsque le télescope spatial James Webb a regardé dans le coin le plus lointain, le plus ancien de l'univers, il a découvert une structure qui semblait plus vieille que le commencement, plus vieille même que le Big Bang. Et ce qu'il a trouvé n'est pas seulement fascinant, c'est aussi profondément troublant. Lors de notre prochain voyage onirique, nous lèverons le voile sur le secret de cette découverte qui ébranle les fondements de la cosmologie. Pour nous rejoindre dans la résolution de cette énigme cosmique et être témoin du secret le plus sombre de l'univers, n'oublie pas de réserver ta place pour ce voyage. D'ici là, reste sous les étoiles. Car bientôt, l'histoire qu'elle raconte pourrait changer complètement.